L'eau familière des rivières, plaisir du pêcheur, est aussi une grande bienfaitrice. Dès les premiers âges, l'eau fait tourner la roue à palette en bois, puis en fer. Avec le vent, mais beaucoup plus que lui, elle fut la première source d'énergie naturelle utilisable. Mais le plein emploi de l'énergie hydraulique ne fut trouvé qu'il y a environ 70 ans. La première chaîne de montagnes française équipée fut celle des Alpes. Elle renferme à elle seule près de la moitié des installations du pays. En effet, c'est la région où l'eau provenant de la fonte des neiges et des glaciers est la plus abondante et permet aux rivières de n'être jamais à sec. Perdue dans les bois, voici une des premières usines qui utilisèrent la force des chutes d'eau pour actionner les dynamos productrices d'énergie électrique. Le directeur de la centrale est un sage qui partage son temps entre la culture de son jardin et la bonne marche de ses turbines. Le voici qui revient justement de son potager. Il ôte soigneusement ses sabots pour entrer dans la salle des machines. Cette centrale date de 1894 et a été restaurée en 1912. Le décor vieillot, le porte-plume et les patins isolants nous semblent maintenant bien touchants et un peu ridicules. Quel contraste avec l'éblouissante centrale de Génissia, dont les turbines fournissent une puissance de 500 000 chevaux, force qui soulèverait la tour Eiffel et la placerait en 10 secondes sur l'Arc de Triomphe. Pour construire le barrage et l'usine de Génissia, il a fallu 5 millions de journées de travail. Ces réalisations industrielles géantes sont les pyramides et les cathédrales de notre temps. Ce n'est pas simplement par curiosité que les touristes vont aujourd'hui à Génissia, mais aussi pour éprouver le sentiment d'une grandeur proche, accessible, en un mot contemporaine. C'est aux environs de 1930 que fut commencée la série des grands barrages. Le Chambon, barrant la Romanche. La Bissorte, dont l'usine construite de 1931 à 1935, fut détruite moins de 10 ans plus tard par les Allemands. Elle fut reconstruite dès la Libération et recommençait à travailler en 1945. Le sautet type du barrage voûte, fermant cette gorge étroite et profonde qu'on appelle le canyon du Drac, premier chaînon d'un ensemble poursuivi aujourd'hui par Cordéac.
Sur l'Isère, 3 usines au fil de l'eau. Celle déjà ancienne de Beaumont-Monteux, reconnaissable aux petites maisons qui juchent son barrage. Celle un peu plus récente de Pisançon. Enfin, Lavanel qui vient d'être achevée. Ce sont des usines de basse chute établies sur une rivière qui a déjà perdu sa vitesse, mais qui a par contre un important volume d'eau. Le barrage de la Girotte aux lignes pures domine la vallée pareil à un grand château mort. Longtemps, il fut reproché à ses réalisations d'être sans beauté. Mais aujourd'hui, les ingénieurs élaborent une véritable esthétique industrielle, particulièrement sensible dans la construction des grands barrages modernes et des centrales. Ainsi, péage de Visil, dont la simplicité s'accorde au paysage et participe à sa beauté. Enfin, en aval de la vieille usine de Bournillon, Pont-en-Royan est une usine de moyenne chute, alimentée grâce à un barrage créant un lac artificiel. Ici, quel contraste avec l'image qu'on se fait d'une usine. Pas d'ouvrier. Les machines travaillent toutes seules sous la surveillance d'un homme à son bureau. Mais chaque jour, la consommation augmente et la production doit répondre à de nouveaux besoins. Grâce à l'électricité, l'industrie chimique transforme les matières premières et met les découvertes des laboratoires au service de l'économie générale. Les vallées alpines sont peut-être la région du monde où il y a le plus d'usines par unité de surface. La soufflerie de Modane, où sont éprouvées les qualités aérodynamiques des avions, et qui est une des plus perfectionnées du monde, est alimentée par le barrage d'Aussois. Celui-ci, construit en altitude, dans un site magnifique, où seules de solides voitures peuvent accéder, a la particularité d'être recouvert de pierres de taille qui rehaussent encore son élégance. La mise en œuvre du plan d'équipement hydroélectrique des Alpes se poursuit sans relâche. Au pied du Mont Blanc, les eaux qui en descendent sont captées à la prise d'eau des Ouches et amenées par une conduite forcée au-dessus de la nouvelle centrale de Passy, où elles sont turbinées.
Tignes, à près de 2000 mètres d'altitude, la nature s'oppose à l'empreinte de l'homme. Elle lutte avec de vieilles armes, le vent, le froid, la neige. Il faut stopper le travail pendant les mois d'hiver et le barrage n'est plus qu'un grand décor inanimé. Mais dès que le printemps revient, des milliers d'ouvriers reprennent une tâche toujours dure, souvent dangereuse. Pour parvenir à leur fin, ils disposent des énormes moyens que le matériel moderne leur donne. Et jusqu'à l'hiver suivant, ils travailleront nuit et jour, par tous les temps, acharnés à verser toujours plus de béton sur cet énorme mur qu'est leur barrage. Chaque aurore salue un progrès nouveau, et le soleil levant dévoile la grandeur de la tâche qui s'accomplit.
les ingénieurs, soldats pacifiques, font de nouveaux plans de bataille, continuent à parcourir la montagne avec leurs jeeps, prenant des mesures, établissant des projets et livrant obscurément leur combat pour le bien-être futur, pour la conquête de ce trésor des temps modernes qu'est l'eau des montagnes.